bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020. Alors que 2019 est arrivé à son terme, nous vous proposons pour ce premier grand angle de la nouvelle année de revivre les moments forts vécus durant les 12 derniers mois, aussi bien à l'échelle internationale qu'en France. Brexit, crise à Hong Kong, mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, réchauffement climatique et catastrophes naturelles à répétition, incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, disparition de l'ancien président de la République française Jacques Chirac, mais aussi le phénomène Years and Years, nommé par la plupart des médias comme la série de l'année 2019. Voici notre sélection des 10 événements qui ont marqué le monde en 2019. Et nous commençons notre top 10 par du sport avec le mondial de football 2019 féminin. Certes, les Bleus éliminés en quart de finale par les États-Unis qui ont décroché leur 4e Coupe du Monde n'ont pas accompli l'exploit réalisé en 1998 par les hommes d'Aimé Jacquet ou celui des Lloris, Griezmann, Mbappé, consorts de 2018. Pour autant, le mondial de football féminin s'achève sur une note largement positive. Au sens propre comme au figuré, le foot féminin a crevé l'écran. Le président de la Fédération internationale, Gianni Infantino, est dithyrambique. Il y aura un avant et un après, a déclaré le patron de la FIFA. Il a même estimé que cette Coupe du Monde en France est la meilleure de l'histoire, avant de la qualifier de phénoménale et d'exceptionnelle. C'est le premier motif de satisfaction du comité d'organisation. Les stades ont été bien remplis, voire pleins. Au total, plus de 1,16 million de billets ont été écoulés sur un total de 1,3 million. Le taux de remplissage moyen des enceintes avoisine les 75%. Les organisateurs ont, il est vrai, opté pour une tarification accessible. Ce mondial a par ailleurs stimulé l'activité touristique, en premier lieu de l'hôtellerie, surprenant les professionnels. Le taux d'occupation moyen des hôtels a avoisiné, voire dépassé les 90% dans les villes hautes de province les soirs de match, soit une hausse de 15 points par rapport au niveau de 2018. Enfin, le mondial a été un succès aussi à la télévision. Selon le comité d'organisation, les audiences sont records dans bien des pays. C'est notamment le cas en France, où TF1 a rehaussé par 2 fois ses tarifs publicitaires. Dès les premiers matchs de l'équipe de France, les audiences ont été au-delà des prévisions, avec environ 9,3 millions de spectateurs pour les matchs de poule sur TF1. La chaîne a ensuite réalisé son record de l'année avec cet événement, 10,7 millions de téléspectateurs pour le quart de finale France-États-Unis. Canal+, qui retransmettait ces matchs aussi, s'est félicité d'audiences remarquables autour du million de téléspectateurs. Pour la 9e place du classement, partons en Asie, à Hong Kong. Ex-colonie britannique, Hong Kong a traversé sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Les manifestations sont nées du rejet d'un projet de loi désormais abandonné qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Les contestataires ont élargi leurs revendications afin d'obtenir le suffrage universel et dénoncent jusqu'à présent la mainmise qu'ils jugent grandissante de la Chine continentale sur leur territoire. En novembre, à l'université polytechnique, des centaines de protestataires ont pris part à une féroce confrontation avec la police. En décembre, 800 000 manifestants ont encore défilé dans les rues de Hong Kong. Pourtant, les violences entre manifestants et policiers connaissent une accalmie depuis la victoire écrasante des candidats pro-démocratie aux élections de district du 24 novembre. La chef de l'exécutif hongkongais a affirmé que son gouvernement respectait le résultat des élections, mais la dirigeante n'est toutefois pas jugée crédible par les manifestants. Nommée par Pékin, la chef de l'exécutif a soutenu le remaniement du gouvernement hongkongais par la Chine. 2019 était également l'année des interrogations autour du Brexit. Le rejet massif de l'accord conclu par Theresa May et l'Union européenne a plongé le Royaume-Uni dans l'incertitude. Après 3 reports de la date du Brexit, 29 mars, 12 avril et 31 octobre 2019, la victoire du parti conservateur de Boris Johnson aux élections anticipées à la Chambre des communes a ouvert la voie à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le 19 décembre a été marqué par une annonce du programme législatif de Boris Johnson lors du traditionnel discours du trône, lu par Elisabeth II. Cette prise de parole a été dominée par la mise en place du Brexit le 31 janvier 2020 et le refinancement du service national de santé mis à mal par des années d'austérité.
En septième position, parlons de la crise sociale qui a sévi aux quatre coins du monde. Depuis le début de l'année 2019, des contestations populaires se sont multipliées aux quatre coins de la planète, du Chili au Liban, passant par l'Irak. Le fil rouge de ces manifestations est une réponse extrêmement dure de la part des États qui se traduit bien souvent par des violations flagrantes des droits humains. Les manifestations se poursuivent aujourd'hui encore. Au Chili, la crise sociale a fait 24 morts et des milliers de blessés depuis octobre. De nombreuses violations des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre ont été dénoncées, notamment par l'ONU. Le président Sebastián Piñera a annoncé le 16 décembre avoir déposé un projet de loi durcissant les sanctions contre les auteurs d'agressions visant des policiers. De même, le Liban est toujours le théâtre de vastes manifestations contre une élite politique jugée corrompue. Le 15 décembre, les spectateurs ont contraint l'ancien Premier ministre Fouad Siniora à quitter un concert de Noël à l'université américaine de Beyrouth. Les convulsions qui ont secoué le Venezuela ne cessent, elles, de s'aggraver. Depuis la mort de Hugo Chavez en 2013, une crise politique née de la victoire de l'opposition aux législatives s'est ajoutée à une situation économique et sociale catastrophique. Chute des revenus pétroliers, principale ressource de ce pays, et hyperinflation ont provoqué de sévères pénuries alimentaires et de médicaments et l'exode de plus de 4 millions de Vénézuéliens. À la surenchère autoritaire du président chaviste Nicolás Maduro, reconnu seulement par la Russie et la Chine, l'opposition a répondu par la proclamation d'une présidence par intérim de son chef, Juan Guaidó, le 23 janvier 2019. Sa candidature a été soutenue par les États-Unis et plusieurs pays du continent. 15 pays du continent américain ont convenu, mardi 3 décembre, d'interdire au président vénézuélien Nicolás Maduro et à plusieurs de ses alliés de traverser leurs frontières dans le cadre d'efforts diplomatiques destinés à pousser le dirigeant socialiste à quitter le pouvoir. 2019 a également été l'année de la mort du numéro 1 de Daesh. Le 26 octobre, Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, s'est fait exploser lors d'un raid américain en Syrie, puis a été immergé en mer. Juste après, Daesh a désigné son nouveau dirigeant, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Le nouveau chef reste pour l'heure un personnage mystérieux. D'après le haut responsable américain, cet homme est actuellement un parfait inconnu. Personne ne sait non plus si Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi a déjà été, comme son prédécesseur, détenu par les forces américaines. Depuis qu'il s'était autoproclamé en 2014 calife d'un territoire à cheval entre l'Irak et la Syrie, qui a compté jusqu'à 7 millions d'habitants, Abu Bakr al-Baghdadi était devenu l'homme le plus recherché du monde. Depuis sa mort, les attentats se sont multipliés dans le nord de la Syrie. En 2019, l'actualité a également été nationale avec cet article sur la PMA qui a cristallisé le plus les critiques dans le projet de loi de bioéthique. Cet article sur la PMA a été voté par 75 députés seulement, 55 se sont prononcés pour, 17 contre et 3 abstentions. Quand la loi a été promulguée, les couples de femmes et les hommes célibataires, désormais, ont accès aux techniques de procréation médicalement assistée en France, des techniques qui leur seront désormais remboursées. Les députés ont rejeté la PMA post-mortem pour concevoir un enfant avec les gamètes de son conjoint décédé, de même que l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres. La PMA pour toutes les femmes va provoquer la levée de l'anonymat du donneur à la majorité des enfants. Si ceux-ci souhaitent le connaître, désormais la mère sociale, celle qui n'a pas accouché, sera reconnue sans qu'elle n'ait plus besoin d'adopter. Enfin, l'autoconservation des ovocytes et du sperme a elle aussi été adoptée. Reste un autre chantier, celui de la GPA, la gestation pour autrui, moyen pour les couples d'hommes d'avoir un enfant. Cette pratique n'est légalisée que dans 17 pays à ce jour. En 2019, nous n'oublierons pas cette image qui a marqué l'histoire. Lundi 15 avril, aux alentours de 18h50, une fumée immense assombrit le ciel de la capitale et fait pleurer la France. Sous les yeux des Parisiens et des touristes, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été touchée par un très violent incendie qui s'est propagé à partir des combles de la cathédrale où des travaux de rénovation avaient lieu. Le feu s'est propagé à une très grande vitesse. L'ensemble de la toiture a été très rapidement touché par les flammes qui ont également progressé dans la flèche, l'un des éléments symboliques de ce monument dont le début de la construction remonte au XIIe siècle et qui n'avait jamais été touché par un incendie de telle ampleur, pas même lorsque des émeutiers l'ont attaqué pendant la Commune de 1871. Peu avant 20h, la flèche de Notre-Dame s'est effondrée, entièrement détruite par les flammes. Trônant à 93 mètres de haut, elle était l'élément le plus haut de la cathédrale. Les flammes ont continué à se propager. Les pompiers sont intervenus non seulement sur l'extérieur de l'édifice pour tenter de stopper la progression du feu, mais aussi à l'intérieur pour sauver le plus d'objets d'art possible. La charpente datant du XIIIe siècle
il n'en restera plus rien, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole de la cathédrale André Finot. La toiture a effectivement été presque totalement détruite, laissant les murs et les tours en pierre debout. Paris s'est construit à ses pieds, le monde entier vient la visiter. De l'Hôtel-Dieu à l'Hôtel de Ville jusqu'au Palais des Tuileries, elle a vu tout flamber à ses portes, comme miraculeusement préservé des ravages de l'histoire, plus que le symbole de la ville, au même titre que la Dame de Fer. La Dame de Pierre, c'est son surnom, est la mémoire d'un peuple, l'un des plus hauts lieux de la chrétienté, et le point zéro des routes du pays. On la pensait éternelle, indestructible, bien qu'usée par les années. Le premier jour de la Semaine Sainte a signé celui de sa destruction, mais les Français veulent croire à sa résurrection. Et nous entamons le top 3 de ce classement avec en troisième position les nombreux incendies qui ont ravagé les forêts de notre planète. Début juillet, des incendies en Amazonie d'une ampleur inédite ont fait rage. C'est avec des images de fumée noire planant sur la capitale économique de Sao Paulo que les Brésiliens des villes ont pris conscience du désastre. Puis les médias du monde entier ont commencé à relayer la catastrophe avec beaucoup d'émotion. Si la forêt amazonienne nous est chère et familière, même dans nos contrées tempérées, c'est peut-être parce qu'on a tous appris à un moment ou un autre qu'elle était le poumon de la Terre. Même le président Emmanuel Macron a utilisé cette comparaison en tweetant le 22 août « L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu ». En réalité, la métaphore conviendrait plutôt pour les océans qui délivrent 50% de l'oxygène mondial, soit beaucoup plus que la forêt amazonienne. Par ailleurs, la capacité de l'Amazonie à stocker du carbone est plutôt neutre, comme l'a rappelé un confrère de Radio-Canada. Est-ce une raison pour ne pas s'émouvoir des incendies survenus cet été? Dans ces 5 500 000 hectares, qui représentent un tiers des forêts primaires mondiales, vivent 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d'eau douce, et beaucoup n'ont même pas encore été découvertes. La forêt est aussi le moyen de subsistance des peuples autochtones. Certains ont raison rappelé que l'Afrique brûlait dans l'indifférence générale. Les satellites de la NASA ont en effet enregistré 250 000 feux en Amazonie et 550 000 en Afrique subsaharienne entre le 1er et le 15 août. L'enjeu est donc global. Chaque année, les feux de forêt sont responsables de 25 à 35% de gaz à effet de serre. Mais alors que la pratique de brûlis par des petits agriculteurs est principalement responsable des maux de l'Afrique subsaharienne, les raisons de l'embrasement de l'Amazonie sont ailleurs. Forêt tropicale et humide, elle est victime de sécheresse, mais surtout des incendies provoqués par les grands propriétaires terriens. Ces derniers ont largement été encouragés par le président climato-sceptique Jair Bolsonaro, surnommé capitaine tronçonneuse par ses détracteurs, et son ministre de l'Environnement, au CV pas très écolo, Ricardo Salles. Selon l'Institut national de recherche spatiale, la déforestation au Brésil en juillet a été presque 4 fois supérieure qu'en 2018. À l'autre bout du monde, des feux de forêt d'une ampleur et d'une violence sans précédent dévastent des régions entières de l'Australie depuis le mois de septembre 2019. Ils ont fait au moins 24 victimes et des dégâts considérables dans les habitations, mais aussi dans la faune et la flore. 500 millions d'animaux seraient morts avant la fin de l'année. Dans le sud-est du pays, le ciel est devenu noir et des cendres sont tombées sur des populations isolées dans des conditions météorologiques catastrophiques avec parfois 44 degrés. Juin et juillet ont été considérés comme les mois les plus chauds jamais mesurés dans l'histoire du monde. Cela se traduit par la canicule précoce en Europe et en Afrique du Nord. La canicule a en effet causé plusieurs victimes, dont 1500 morts en France. En décembre, l'Organisation météorologique mondiale a estimé que 2019 devrait se placer au 2e ou 3e rang des années les plus chaudes jamais enregistrées. En septembre, la jeune Suédoise Greta Thunberg a prononcé un discours furieux à l'ONU, lors duquel elle a alerté sur l'augmentation des incendies qui ont ravagé les forêts de la Californie et de l'Amazonie. Lors de la conférence sur le climat, COP25 à Madrid, elle a accusé les pays de tromperie sur leurs engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En décembre, elle est devenue le symbole de la défense de l'environnement et la personnalité de l'année du magazine Time. En deuxième position, la disparition de Jacques Chirac. Avec la mort de cette figure populaire et incontournable, c'est une page d'un demi-siècle d'histoire politique française qui s'est tournée. Une page ouverte en 1965 au conseil municipal de Sainte-Féréole, le berceau familial corrézien. Premier mandat d'une irrésistible ascension pour ce fringant énarque. Député, puis président du Conseil général de Corrèze, Chirac gravit rapidement les échelons ministériels avant d'entrer à Matignon en 1974 pour mieux claquer la porte 2 ans plus tard sur fond de désaccord avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Il y reviendra en 1986 pour une cohabitation historique avec le président Mitterrand. Entre-temps, Jacques Chirac a fondé et pris la tête du RPR, le Rassemblement pour la République, et empoché la mairie de Paris, 2 mandats
qu'il ne délaissera que pour enfin accéder à l'Élysée en 1995, après 2 échecs en 81 et 88. Ce sera pour 2 mandats, un septennat, puis un quinquennat, du nom de l'une des réformes les plus marquantes de sa présidence, avec la fin du service militaire et l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Durant 12 ans passés à l'Élysée, dont 5 en cohabitation avec les socialistes, Jacques Chirac aura connu sur le plan intérieur des réussites, sur le plan de la sécurité routière notamment, mais aussi de profondes crises, les grandes grèves de 97 ou encore les émeutes en banlieue en 2005. Sur le plan extérieur, on retiendra son opposition à la guerre en Irak, qui a largement assis son autorité internationale, mais également le revers du non des Français à la Constitution européenne en 2005. Ce passionné d'art primitif avait largement œuvré à la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, inauguré quai Branly à Paris en 2006 et rebaptisé à son nom 10 ans plus tard. Il présidait la Fondation Chirac depuis 2008. Jacques Chirac avait épousé en 1956 Bernadette Chaudron de Courcelles, avec qui il avait eu 2 filles et une fille adoptive. Le décès de sa fille aînée Laurence à 58 ans en 2016 avait largement ébranlé le vieil homme, déjà très diminué. Les apparitions publiques de celui qui échappa en 2002 à un assassinat lors du défilé du 14 juillet s'étaient faites extrêmement rares depuis. Et pour la première position de ce classement, notre recommandation. Série de l'année 2019, série de tous les temps même, d'après le journal Le Parisien. Il s'agit de Years and Years, la chair de poule et la boule au ventre. Voilà comment nous sortons après avoir vu cette série, avec la sensation d'avoir rarement vu un premier épisode de série aussi fort, et ne parlons même pas du dernier. Son créateur, Russell T. Davies, a d'ailleurs affirmé que c'est une série difficile à décrire tant qu'on n'a pas vu son premier volet. Pour moi, c'est une saga familiale, mais contrairement à la majorité des fictions du genre, on ne part pas du passé pour arriver à aujourd'hui. Years and Years démarre en mai 2019 et se projette jusqu'à 15 ans dans le futur. C'est une vision du monde à venir à partir de son état actuel, mais surtout la vie d'une famille. Quel regard ses membres posent sur la société, qui ils aiment, comment ils restent liés au fil des ans. Fin de citation. En parallèle de la famille Lyons, on suit également l'ascension politique de Vivienne Rook, femme qui choque et séduit par son franc-parler, à contre-courant des politiques à l'ancienne, inspirée autant de Boris Johnson qui a mené la campagne pour le Brexit que de Marine Le Pen. Elle est brillamment incarnée par Emma Thompson. Ce qui frappe dans cette série, c'est à quel point, même en avançant dans le temps, elle est ancrée dans notre présent. Russell T. Davies souligne « Je pense que n'importe quelle œuvre parle de l'époque où elle a été écrite. Quand j'ai vu le résultat final, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait capturé l'essence de 2019 et c'est ce que je voulais. Dans 100 ans, si vous vous demandez à quoi ressemblait 2019, il suffira de regarder Years and Years ». C'est en effet l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui a décidé, le créateur, à enfin produire cette série à laquelle il pensait depuis longtemps. De la crise de 2008 au Brexit, notre monde est devenu de plus en plus fou, a déploré le scénariste. La veille de l'élection américaine, Russell T. Davies s'est dit « Si cet homme est élu, cette série je la fais, et voilà ». L'auteur pense d'ailleurs que le président américain sera réélu en 2020, comme il le montre dans la série. Est-il pessimiste pour notre futur? Je suis inquiet, avoue-t-il, mais je suis aussi excité à l'idée que les extrêmes qu'on atteint aujourd'hui vont pousser la prochaine génération à se mobiliser de manière positive, dans le sens inverse. L'avenir le dira. Voilà pour ce best-of de l'année 2019, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche pour la nouvelle formule du journal.